C'est le début d'une belle histoire d'amour, dans le sens que pour la première fois, je rencontrais Daniel suite à un appel téléphonique de son petit cousin, le frère René Lefort, qui à ce moment-là était directeur adjoint au Collège Laval. Alors j'ai donné mon numéro de téléphone au frère René, qui l'a communiqué à Daniel. Et à ma grande surprise, le soir même, Daniel m'appelait à la maison pour voir si on ne pourrait pas se rencontrer. Alors, je lui ai dit oui, à n'importe quel temps. Et on fixa une rencontre pour le lendemain, 11h, en face du Collège Laval. Une rencontre qui devait durer 1h30, en a duré presque 4 heures. Ce fut très intéressant. Et elle est parvenue, sans trop de difficulté, je pense, à me convaincre du bien fondé de son projet. Elle en parlait avec tellement de cœur, je ne pouvais pas dire non à ses attentes. Alors, je lui ai posé la question, après l'avoir bien écouté, bien entendu, avoir vu ses larmes couler sur ses joues. Je lui ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais elle dit, vous pourriez peut-être mettre sur pied une petite fondation, ne serait-ce que pour nous appuyer moralement, nous faire sentir que au Québec, il y a quelqu'un qui pense à nous et qui éventuellement pourrait travailler pour nos enfants. Alors je lui réponds, Daniel, c'est beau, mais je n'ai aucune expérience dans le domaine des fondations, je n'ai aucun contact avec les médias. Mais finalement, j'ai accepté l'idée de voir avec un groupe d'amis si on ne pourrait pas faire quelque chose. La première personne que j'ai consultée, ça a été le frère Fabien Landry, qui était directeur du collège. Et Fabien dit, on peut réunir ici un groupe de personnes. Alors effectivement, j'avais invité une trentaine de personnes, des amis, des gens d'un peu tous les milieux, dont plusieurs de l'enseignement. Et à ma grande surprise, les 30 personnes se sont présentées ce soir-là. Et on a élaboré ensemble, après avoir expliqué la rencontre avec Daniel et ses motifs, on avait décidé de former un comité temporaire qui, avec le temps, s'est transformé en conseil d'administration permanent, ce qui avait donné naissance à une nouvelle fondation. Fondation Maison l'Arc-en-Ciel. Par l'entremise de Daniel, j'ai eu le bonheur de faire connaissance avec son père et sa tante Monique, Madame Philibert, qui déjà avait commencé à accumuler du matériel, entre autres des lits de l'hôpital Sainte-Justine. Et Gérard avait trouvé un petit entrepôt, je crois que c'était à Mascouche, où il accumulait ce matériel. Et fort heureusement, Daniel connaissait une amie de l'ambassade du Canada en Haïti, qui, elle, avait un ami qui était major dans l'armée canadienne, M. Jerry Larouche. Et par son entremise, nous avons pu, à partir de Longue Pointe au Québec, nous avons pu faire partir par avion, par l'armée canadienne, les premiers lits qui ont servi à la Maison l'Arc-en-Ciel. Et pour aller au grand dortoir des enfants, il fallait gravir un escalier en ciment. Je me souviens très bien parce que il me semble que je le vois encore. Et en arrivant en haut, une grande pièce avec des lits bien rangés, une bonne quantité de lits, peut-être une vingtaine déjà, qui étaient en place. Et chaque petit lit avait sa couleur, le couvre-pied, et ça donnait un très beau coup d'œil. Ça m'avait frappé. Et je me suis dit, bon, les premiers efforts qui sont faits, au moins, ne sont pas perdus. Le conseil d'administration de l'époque en était venu à la conclusion qu'il nous était impossible d'avoir sur place et continuellement une personne qui verrait à ce que les dons offerts à la Maison de l'Arc-en-Ciel
soit vraiment contrôlée. Alors, devant cette difficulté incontournable d'avoir quelqu'un sur place, on en est venu à la conclusion de dissoudre la fondation. Oui, entre 1998 et 2000, il y a eu ce que j'appellerais, moi, la période flottante. J'ai quand même continué à garder des liens très étroits qui étaient tissés avec la Maison L'Arc-en-Ciel et ma propre famille. Je sentais par les contacts de Daniel et Robert que les besoins étaient toujours là. Et ils étaient de plus en plus grandissants parce que le nombre d'enfants augmentait à la maison. Alors, je me suis dit, non, il faut trouver une autre solution. J'ai rencontré à nouveau notre frère Landry et il a accepté d'être le secrétaire d'une éventuelle nouvelle fondation. Alors, nous avons mis sur pied un comité de 9 membres qui est devenu le comité permanent de l'actuelle fondation. Je ne peux vous répondre que par l'avis de notre avocat qui avait dit avoir fait plusieurs recherches et trouvé un nom qui ne serait pas imité ou en tout cas très difficile à trouver quelque chose de semblable. Alors il a trouvé une formule que l'on trouve très lourde, très longue, mais difficilement imitable. Mission accomplie. Mission accomplie. Et là, nous avions une facilité parce que le frère Marcel Sylvestre de Terre sans frontières visitait fréquemment Haïti à cause de leurs œuvres là-bas, à cause de projets que Terre sans frontières mettait en place en Haïti. Et le frère avait fait connaissance avec Daniel et Robert Pénette. Parce que l'année suivante, on nous proposait de verser 10% des montants recueillis pendant l'année. On trouvait que c'était énorme parce que sur une cueillette de 30 000 $, on perdait 3 000 $ pour en fait envoyer quelques reçus d'impôts. Suite à une suggestion du frère Landry, toujours plein de bonnes idées et de ressources, nous avons contacté le frère Yvon Bédard, responsable de Fondation Mission Mariste. Et il s'était fait un plaisir de nous prendre sous son aile. La Fondation Mission Mariste nous demandait 1 $ par émission de reçus aux fins d'impôt. Quel que soit le don. Quel que soit le don. Alors imaginez l'épargne que nous faisions et tout cet argent supplémentaire qu'on pouvait retourner aux enfants de l'Arc-en-Ciel. Je pense, dans les premiers temps, à l'école Le Sentier de Sainte-Thérèse, qui depuis 10 ans contribue à l'occasion de l'Halloween à nous remettre parfois 800 000 $. L'école Saint-Joseph de Val-d'Or, qui a aussi contribué par la ronde des sous. L'école Jean 23 de Dorval, qui a participé tout récemment à notre premier marcheton. Nous y avons un collaborateur, Fernando Castro, qui, depuis plusieurs années, aide par des petits projets. L'école internationale de Laval avait ramassé des fonds et nous avait permis de sensibiliser les adolescents de l'école à la cause de l'Arc-en-Ciel. Grâce à ces bénévoles pleins de talent, on a pu développer différents volets. Je pense par exemple au site Internet, je pense aux homélies dans les églises, au bulletin de nouvelles qui a connu un rajeunissement grâce à sa directrice. Sans cette équipe des bénévoles que nous avons depuis 10 ans, qui a été d'une fidélité extraordinaire,
d'un dévouement, nous n'aurions pas franchi toutes les étapes que nous avons réalisées jusqu'à maintenant. Les gens sont vraiment bénévoles dans le sens qu'ils donnent de leur temps, ils donnent de leur talent et n'ont jamais réclamé quoi que ce soit au niveau financier. Et ça, chapeau à ces membres-là. Mais moi, ça fait au moins 1 an et demi que je parle au conseil d'administration de prévoir la relève parce que lorsque nous regardons nos membres, nous avançons en âge, mais il faut que l'œuvre se perpétue. Alors, on a déjà commencé à trouver des personnes beaucoup plus jeunes, qui accepteraient de prendre la relève, ni plus ni moins. Et moi, je souhaite de tout cœur que cette œuvre, débutée ici au Québec, puisse se poursuivre là-bas. Parce que si nous sommes ici à la Fondation d'aide, c'est strictement pour aider la Maison l'Arc-en-Ciel de là-bas. Et mon rêve, ce serait, en terminant, de permettre aux gens de la Fondation et à d'autres personnes qui ont soutenu nos efforts de pouvoir visiter ce site qui deviendra un village d'enfants. Et je t'ouvre mon cœur. Tout est possible, venu de partout, des âmes secourables se tiennent debout. Alors, Monsieur Rioux, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir, Diane.